Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. L'AC Milan a fait match nul sur la pelouse du San Siro, 2 buts partout face à l'Hellas Vérone. Ouverture du score de Barak, puis contre son camp de Calabria. Et c'est un autre contre son camp de Magnani et Ibrahimovic qui viendra sceller le match nul à la 93e minute qui permet à l'AC Milan de récupérer un point à domicile. Pour en parler avec moi, j'ai à mes côtés Yann. Salut Yann. Bonjour tout le monde. Adri, salut Adri. Salut les gars, bonjour à tous. Et un petit nouveau, Guillaume. Salut Guillaume. Salut à tous les gars. Donc voilà, deux Guillaume dans l'émission. Donc pour cette émission-là, on m'appellera Giggs tout au long de l'émission et on laissera ce beau prénom à notre ami qui nous vient de Belgique. Voilà, donc Adri, qu'as-tu pensé de cette rencontre, de ce match nul? On peut avoir beaucoup de déceptions sur ce match-là. En première mi-temps, à aucun moment l'Hellas Vérone s'est montré dangereux dans le jeu en lui-même, mis à part en début de match avec Kalinic. C'est 2 buts très chanceux pour l'Hellas Vérone, un ballon qui revient dans les pieds après une barre, l'autre qui est contré par Calabria. Pourtant, à plusieurs reprises, nous on s'est montré dangereux, notamment avec Léao, qui était très percutant, j'ai trouvé sur le match, qui était très intéressant. On réduit le score grâce à. Au début, on pense que c'est caissier, mais au final, quand on regarde bien, c'est aussi un CSC. En deuxième mi-temps, on a dominé aussi les débats aussi en deuxième mi-temps. L'Hellas se procure, il me semble, qu'une seule occasion sur toute la rencontre, du moins sur la deuxième mi-temps. Puis après, on a été maudits. Un poteau, Zlatan qui rate son penalty, des occasions en veux-tu, en voilà. Un de Silvestri qui était énorme. Un but de refusé aussi. Mais malgré son match, on peut le dire, dégueulasse de la part de Zlatan, il nous sauve la mise de nouveau avec cette tête sur une belle offrande de. Il me semble que c'est Brahim Diaz qui fait la passe, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc voilà, un moindre mal, on va dire, c'est un bon point pris au vu du match. Mais voilà, ce match-là, on aurait dû clairement jouer pour la victoire et pas pour faire match nul. Très bien, Guillaume. Oui, donc comme Adrien l'a bien dit, c'est un match où on devait pour moi prendre les points d'avance sur la Juve et sur l'Inter. Maintenant, quand on voit les statistiques, 35 tirs du côté milanais, 8 tirs du côté Vérone, on devait être beaucoup plus efficace devant le but. On n'a vraiment pas eu de chance à certains moments, des poteaux, des lattes et des occasions ratées en grand nombre par Zlatan notamment. On a eu une grande prestation du gardien de Silvestri, rien à dire là-dessus. Et on a, pour moi, c'est le plus gros point négatif de cette rencontre, c'est les phases arrêtées qui nous posent problème depuis un bon petit moment. Et alors, il y a aussi la problématique des penalties. Là, il va falloir, ça a été réglé apparemment, mais Zlatan ne tirera plus de penalty. Je ne sais pas si vous avez vu la conférence. Pioli Ouais. a dit en arrière, en conférence d'après-match, et Zlatan a même fait une déclaration pour dire qu'il laisserait le prochain à caissier. Ouais, il a ironisé le tout en disant que la courbe à soude lui manquait et que c'est pour ça qu'il envoyait les ballons aussi haut. Donc voilà, c'était un peu mes impressions de ce match-ci. Ok, très bien. Yann, toi, ton avis aussi? Pour moi, match avec un sentiment aussi qu'on n'a pas réussi à arriver à nos fins, à ces 3 points qu'on méritait clairement. Sur le fond, je pense que c'est important d'en parler, c'est de dire qu'on n'a pas fait un mauvais match parce qu'on est vraiment présent beaucoup dans le camp de Vérone. On a beaucoup d'occasions, on joue quand même un jeu qui est assez plaisant, mais on paye nos petits problèmes de concentration dont j'avais déjà parlé en début de match il y a quelques temps. Où je disais ouais les 15 premières minutes on a 2-3 occasions où l'équipe adverse pouvait marquer et là sur ce coup-là on se fait prendre sur les 20 premières minutes on se prend 2 buts avec pour moi Calabria qui a un peu de la peine sur son côté droit face à un Zaccagni qui s'est transformé en une soirée en Sadio Mané, joueur que je ne connaissais pas du tout, mais qui nous a fait une prestation hier soir absolument incroyable. Ouais, sur les 20 premières minutes, parce qu'après, les Las Véron, Alors voilà, pas du tout été justement, dangereux, je sais pas, j'ai fait une petite observation, c'est que sur les 20 premières minutes, il nous met complètement à l'amende notre pauvre Calabria sur le côté droit. Et ensuite, à partir de la 20e minute, on va voir Bennacer se décaler gentiment sur le côté droit et essayer lui aussi tant bien que mal de contenir ce Zaccagni sur le côté droit. Et Bennacer nous a beaucoup aidé sur
sur ce côté droit pour contenir ce joueur qui était absolument dans une forme étincelante hier soir. Ensuite, on a gentiment retrouvé notre jeu avec Benasser et Kessie qui ont repris le dessus sur notre milieu de terrain. On a vu Leao, pour moi, qui a fait un très bon match aussi. Et on a gentiment repris le dessus et on a repris notre rythme de croisière, malheureusement, avec la malchance qu'on nous connaît. Un penalty raté d'Ibra, beaucoup d'occasions, un but annulé de Hakan, Un autre un de but annulé de Calabria en toute fin de match et Ibra qui va nous sauver la mise en toute fin de match. Mais oui, un sentiment d'inachevé avec ce résultat nul face à l'Hellas Vérone. Petite parenthèse également avec la blessure à l'échauffement de Romagnoli qui n'a pas pu débuter le match comme il était annoncé de base. Et je pense que ça soulève aussi un problème sur lequel on avait parlé ces derniers temps, de la méforme de Romagnoli. Je pense que depuis sa blessure, notre capitaine n'est jamais vraiment revenu au top du top. Et je pense que cette blessure, elle soulève le fait que physiquement, il y avait encore quelques petits soucis qui se sont avérés lors de cette blessure à l'échauffement. Très bien. Moi, pour ma part, ce match m'a fait énormément penser au Milan Spal de l'année dernière, là, le fameux match, le Paqueta Game, le Paqueta Game. Non, mais voilà, ce match où on domine outrageusement tout le match, mais on fait un tout début de match, voilà. Après, j'ai même pas envie de dire que c'est nos joueurs qui passent à travers. Voilà, c'est plus de la malchance qu'autre chose quand on voit le premier but où ça tape la barre, ça rebondit sur Gigio, le deuxième où Calabria la contre dans les filets. Et puis après, on voit plus du tout les lasses. Et après, nous, il nous reste 70 minutes pour égaliser comme Falaspal. Donc on a tiré. Le gardien des Silvestri, mention honorable pour ce gardien, encore un gardien d'un petit club qui excelle face à la Milan. J'ai vu des Neuer Prime, etc. sur les réseaux, mais voilà, c'était ça exactement. Donc on a mis du temps, pas tant que ça en fait finalement, parce qu'on revient assez vite dans le match, 10 minutes après avec ce mouvement, c'est Selmakers qui centre pour Kessié et Magnani qui dévie la balle dans ses filets. Mais derrière, par contre, ça a été très long. On y a cru, on a fait les frappes, mais finalement, De Silvestri qui aura cédé en toute fin de match à la 93e minute après un but refusé, là aussi dans les arrêts de jeu sur un but de Calabria, sur une frappe de Calabria, mais main de Zlatan Ibrahimovic qui 2-3 minutes plus tard marquera de la tête et égalisera pour Milan. Donc vous l'avez dit, 30 frappes. Aussi, c'est un mauvais coup pour Milan ou un bon coup dans le sens où toutes les équipes avaient fait match nul, enfin Sassuolo, les Juventus, Inter, Atalanta, hormis Naples qui a gagné son match, tous nos concurrents directs avaient fait match nul, donc on s'en sort pas si mal avec ce nul, c'est statu quo. Yann? Alors oui, on s'en sort pas si mal si tu vois d'un certain point de vue. Moi, je le vois autrement où je me dis que c'est vraiment des points qu'on perd en route, des points importants pour la qualification en Champions League ou éventuellement quelque chose d'autre, mais j'ai de la peine à y croire. Je repense à la saison de Gattuso où en fin de saison, on finit à 2 points de la zone Champions League, je crois. Et je m'étais amusé cette saison-là à refaire tous les petits matchs qu'on avait perdus sur des petits coups du sort, sur des petites choses comme ça qui nous avaient fait perdre quelques points en route et comme ça. Et c'est ce genre de match typiquement sur lequel j'étais revenu où on doit gagner et où voilà, un penalty raté, sur un peu un manque de concentration en début de match, où on perd des points. Et c'est justement ce genre de match que pour moi on doit vraiment gérer à ce moment-là, et c'est ce qui va prouver la maturité. Est-ce qu'on est capable, oui ou non, de retrouver la Champions League? C'est sur ce genre de match où on ne doit pas perdre de points pour moi. Adrien? Non, puis sans parler du Scudetto, là on pouvait mettre tout ce qui était Juve, Inter à quoi? 6-7 points de plus. Même sans parler du Scudetto, encore une fois, ça aurait pu nous mettre un peu plus dans un petit fauteuil. Là, le problème, c'est qu'on lâche encore 2 points. Tu l'as dit, Yann, ça c'est encore 2 points. On va en lâcher des points de toute façon au long de la saison, c'est quasi évident. Mais c'est vrai que là, on lâche 2 points en début de saison comme ça face à une équipe qui était largement prenable. Malgré le résultat, on a quand même fait un gros match. Oui. C'est vrai que là, voilà, là on lâche des points, je trouve bêtement. Pour moi, c'était évitable. Après, voilà, on a été malchanceux sur pas mal de. Ouais, ils avaient la occasions. baraka aussi, hein. Franchement, moi je l'ai dit oui. rigolant, on paye le karma de Rio Ave, hein, pour le coup, hein. Un match qu'on doit jamais gagner, on le gagne grâce à Dieu. Bah là, Dieu, il a changé de maillot entre temps, il a mis des lasses. Mais franchement, quand tu vois la prestation qu'on a fait,
tu vois, ce qui différencie par rapport au match face à la SPAL, c'est que la SPAL, vraiment, il y avait une équipe vraiment très compacte derrière, et puis on n'était pas bon, quoi. On n'était vraiment pas bon dans ce match, et même si on a dominé outrageusement, c'était un match très compliqué. Là, pour le coup, on a eu vraiment le pied sur le ballon dès la 20e minute, et on a essayé, on a joué notre jeu. Et puis, on est tombé sur un gardien exceptionnel par 2 fois face à Théo Hernandez. La frappe de Zlatan juste avant le but, hein, juste avant le but, la frappe de Zlatan, l'arrêt réflexe qui sort des Silvestri est incroyable. Enfin, on est vraiment tombé sur un sacré gardien, quoi. Yann. Et moi, alors oui, on fait un très très bon match, mais je tiens quand même à souligner, et Guillaume en a parlé très justement tout à l'heure, c'est qu'on a un très très gros problème sur les balles arrêtées, sur tout ce qui est coup franc, sur tout ce qui est duel de la tête dans notre surface. On l'a vu face aux tous les buts qu'on a pris depuis ce début de saison. Beaucoup trop de buts selon moi sont pris sur des corners, sont pris sur des coups francs, sur des duels de la tête non gagnés dans notre surface. Et je trouve que c'est quelque chose qui gentiment commence à devenir inquiétant. Et puis le problème, c'est qu'on en prend, mais on n'en met pas à côté, nous. Sur les coups de pied Mhm. arrêtés. Je sais pas depuis combien de temps on n'a pas mis un but sur un coup franc, sur un corner, sur des phases arrêtées comme ça. Et Alors pourtant, peut-être que j'abuse, mais tu vois le c'est peut-être. nombre de ballons que Kier récupère sur les corners. Ouais. Il en met pas un dans le cadre, mais il gagne le duel, en fait. Alors, Zlatan, pour le coup, je le vois jamais au duel de la tête sur les corners, ou en tout Hum. cas très peu. Mais Kier, quand il monte, il arrive toujours à récupérer le ballon. Il la cadre jamais, mais ouais. Mais là, 3-4 fois, que Kier, il a eu sur corner 3-4 fois, c'est lui qui touchait le ballon de la tête Mm. sur les corners du Milan. Mais est-ce que vous savez, vous, la dernière fois qu'on a mis un but sur coup franc, sur corner, sur une phase arrêtée? Bon, je sais pas, non, dis-nous. Il À faudrait Cannes être Souzo, contre j'imagine, sur coup franc, ou à l'Atalanta. Cannes, non? T'as pas. Non, non, je pense que c'est plus récent. C'est plus récent. Akan, il en a pas mis un en fin de saison dernière ou. Il avait mis, Atalanta. contre l'Atalanta, il a mis un coup franc à la Juninho, Ah, là. Ouais. Non, ah non, oui, mais c'est en tout cas, c'est sûr. Et puis là, on l'a vu, Akan tirait moins bien les corners. J'en ai noté plusieurs en première mi-temps, notamment. On a même vu, c'est Benasser qui s'est retrouvé à tirer les corners à un moment donné. Parce que voilà, Akan était pas dans son match. De toute façon, on va y revenir maintenant dans les tops et les flops. Voilà, dès à présent. On a changé un peu la formule, chers auditeurs. Voilà, pour faire plus de débats, pour avoir plus de sang, etc. Nous avons décidé d'arrêter ce format chacun les uns après les autres et plutôt d'élire donc tous les quatre aujourd'hui notre top 3 et notre flop 3. Voilà, donc on va commencer là-dessus. Yann, quel joueur as-tu choisi? Dis-moi juste le nom et après on voit ce qu'il en est. En top 3, un joueur que j'ai beaucoup apprécié lors de ce match, c'est Léao, j'en ai parlé tout à l'heure. Il nous a permis sur son côté gauche de tout à coup accélérer, de d'éliminer l'adversaire. Euh, les adversaires ont dû beaucoup de fois faire faute sur lui parce c'était vraiment un poison dans la défense adverse lorsqu'il accélérait, lorsqu'il faisait un petit crochet, lorsqu'il faisait une feinte de corps. Je l'ai trouvé très intéressant dans les feintes de corps. On a totalement perdu le Léa au début de saison qu'on n'appréciait pas avec Mm. cette nonchalance qui m'énervait beaucoup chez lui. Et hier soir, pour moi, il est l'auteur d'un très très grand match où il s'est beaucoup donné. Il est sorti en fin de match totalement fatigué, mais je l'ai trouvé vraiment excellent hier soir dans ses prises de balles et dans cette capacité d'exploser, si on peut dire ça comme ça, sur ce côté gauche et de prendre de vitesse les adversaires. Ok. Guillaume, t'as mis qui toi en troisième position de tes tops? Donc moi, en top 3 j'ai Théo, parce que pour Ouais. moi, il sort d'un début de saison un peu compliqué. Et aujourd'hui, c'est vraiment le premier jour où je retrouve un peu cette confiance, cette sérénité qu'il a apporté derrière. Il est quand même monté assez beaucoup. Maintenant, c'est un match qui s'y prêtait bien parce que Vérone, bah voilà, n'a pas eu beaucoup de contres non plus. Caissier qui couvrait bien quand Théo montait. Et alors, bah, son apport offensif qui est pas négligeable. Il se retrouve encore 2, 3 fois dans la surface de réparation. Malheureusement, il la met pas au fond, mais c'est quand même un joueur qui est extrêmement important sur le côté gauche pour moi. Mm. Bah moi, je l'ai mis aussi en troisième position, Théo, pour les mêmes raisons que toi. Je trouve il était beaucoup mieux que les récentes performances qu'il a fait. On les a analysées ici récemment. Et là, il était beaucoup plus tranchant offensivement. Il est tombé sur un grand gardien, je le répète encore une fois, De Silvestri qui en sauve deux. Mais voilà,
il a été important, tout comme Calabria que j'aurais pu mettre aussi. Là, je vais me faire encore des ennemis, mais voilà, Calabria, je l'ai trouvé aussi intéressant sur le côté droit. Mais voilà, Théo, moi aussi, je le mets en troisième position. Et toi, Adri, tu mets qui en troisième position? J'ai mis Théo aussi pour les mêmes raisons que vous. Après, je rajouterais juste aussi que défensivement, il a bien tenu son côté gauche. En fin de match, il fait un gros retour sur son côté. Il arrive à reprendre le ballon et à repartir en contre. Ouais, c'est vrai que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Guillaume, il a un début de saison un peu compliqué Mm. par rapport à la saison passée. Là, il nous ressort une grosse performance. Puis voilà, il aurait pu mettre aussi 2 buts. Encore une fois, sauvé par De Silvestri. Donc, ouais, non, pour moi, Théo en 3 qui sort vraiment un match costaud. Très bien. Donc, désolé, Yann, mais 3 contre 1. Mais après, Léao, moi, je l'ai mis Mais juste au-dessus. Je vais te dire. Théo fait pas partie de mes flops, mais je suis totalement d'accord pour dire qu'il a fait un super match hier. Ce qu'il aurait fait passer dans des tops, pardon, je mélange tout. Pour moi, ce qui l'aurait fait passer dans mes tops à moi, c'est clairement qu'il nous ait transformé l'une de ces deux énormes occasions où il se trouve tout seul devant le but. Mais très grand match par rapport aux 2 derniers matchs où on était un peu sceptique de ses prestations. C'est vraiment bien repris hier soir. T'as cité Léao, Yann, moi je l'ai mis en deuxième position, Léao. Voilà, pour les raisons que tu as dit, très tranchant aussi, très vif aussi. Lors du match, il a fait beaucoup de décalage et il a fait beaucoup de différence. Une sublime feinte de corps à un moment donné où il élimine le joueur de l'Hélas qui prenait au marquage. Et donc voilà, dommage qu'il n'ait pas trouvé la passe décisive ou le but, mais il est mieux, comme tu l'as dit, il est plus en forme. J'ai bien aimé aussi l'animation offensive sans faire de hors-sujet avec Rebic côté droit. Je trouvais que là, on avait un sacré quatuor offensif. Et finalement, c'est peut-être possible aussi de jouer avec Léa au côté gauche. Parce que tant qu'il est bon, on va le laisser sur le terrain. Moi, je suis de cet avis-là. Et Rebic côté droit. En tout cas, voilà, Léao, grosse performance. Et moi, je le mets top 2. Guillaume, tu mets qui top 2? Donc moi j'avais Calabria en top 2 parce que pour moi ouais ça peut être très controversé comme avis mais pour moi fait un peu une mauvaise entame de match mais après il s'est bien rattrapé. Il a été présent offensivement, on n'est pas forcément habitué à voir Calabria un peu plus haut mais pour moi il mérite largement sa place d'autant plus qu'il revient d'une suspension enfin où il n'avait pas joué pour être blessé face à Lille. Et pour moi, il revient en forme et c'est plus le Calabria qu'on connaissait l'année dernière. Très bien. Adri? J'ai mis Léao aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, Giggs, du coup. Vif, très remuant. Après, moi, c'est vrai que j'ai bien aimé. On sent il y a moins de nonchalance. Chez lui, peut-être qu'il prend un peu plus de maturité, peut-être. T'as C'est pas vrai le que droit d'être nonchalant à côté de Zlatan. ah oui, alors après, c'est vrai qu'en début de match, j'ai trouvé quasiment que lui de percutant, vraiment amener Mm. de l'attaque, vraiment être dangereux. J'ai trouvé que lui au début de match. Après, c'est vrai que voilà, il y a eu Rebic, Latin, etc., etc. Mais c'est vrai que là où j'ai beaucoup aimé, techniquement, c'est très fort. Je pense qu'il a dû perdre très peu de duels en 1 vs 1. Mm. Donc, ouais, non, pour moi, Léao en deuxième place. Et Yann? Moi ensuite mes 2 premières places, j'avais le duo Benacer Kessie. Donc pour moi la deuxième c'était pour Benacer qui fait pour moi un très grand match et qui va, comme je l'ai dit tout à l'heure, aider tout au long du match Calabria sur son côté droit face à Zakanier, qui est très présent à la relance, qui arrive à faire des passes entre les lignes et qui est très très important face à une équipe de Vérone qui était quand même assez haute sur le terrain et très bien organisée, j'ai trouvé. Et du coup, moi, j'ai mis Benacer, mais je suis totalement d'accord sur Léao que j'ai mis en troisième position, qui pour moi était très très fondamentale, notamment dans le début de match, lors de nos offensives. Bon, donc on est deux à mettre Léao. Donc ce sera Léao en deuxième position. Donc Théo, Léao. Et enfin, ton top 1, Guillaume. Alors pour moi, pour mon top 1, ça va peut-être vous surprendre, j'ai mis Rebic. Rebic qui est rentré en cours de match. Et pour moi, Rebic qui rentre déjà face à l'Udinese, il a été assez intéressant. Il a apporté offensivement, il s'est montré dangereux. Et je l'ai surtout mis par sa qualité de centre, en fait, parce qu'il a amené à 2, 3 reprises des centres très intéressants. Mm, Contre l'Udinese, ça a amené le but sur la retournée de Zlatan. mm. Et ici, encore,
Encore aujourd'hui, malheureusement, c'était sur un but annulé, mais il ouais. amène offensivement, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, quoi. Donc moi, je trouve qu'il commence vraiment bien à revenir et j'espère qu'on va pouvoir l'utiliser avec Léao dans ce système, avec deux flancs qui sont vraiment très percutants des deux côtés. Ce qui est intéressant avec Rebic, c'est que c'est un joueur qui est rugueux, un peu comme Kier et Kessié, et ça fait énormément de bien d'avoir un joueur comme ça offensivement, parce que en fait, quand Kessié va récupérer les ballons de cette manière, un peu à la Rebic, à l'épaule, etc., mais assez bas, Rebic peut vraiment récupérer ça au pressing et récupérer un ballon, tu sais, avec grâce à sa vitesse et sa puissance, et récupérer un ballon assez haut comme il l'a fait justement, tu l'as dit, sur le but hors jeu, et c'est ça qui est intéressant avec son profil. Moi, j'ai mis qui en 1? J'ai mis Benasser. J'ai mis Benasser en première position. Pareil, entre Kessié et Benasser, fallait en choisir un. Je voulais quand même parler de Théo et Léao. Mais du coup, je mets Benasser en 1 parce que voilà, je l'ai trouvé encore une fois très très bon. Il a fait énormément de bien. Il relance très vite vers l'avant. Il est très juste aussi dans ses relances offensives et dans sa manière de se projeter vers l'avant. Donc, il a fait énormément de bien au Milan et nous a permis. Il a failli sortir de son match à plusieurs moments. Il était vraiment pas loin du carton rouge parce qu'il parlait beaucoup à l'arbitre et de manière assez véhémente. Donc, il était pas loin, je pense. Mais il est resté sur le terrain. Il a fait un très gros match à mon sens. Yann, ton top 1. Alors moi je mets Kessie. Il est à l'origine du but du 2 à 1. Il est partout sur le terrain et on en parle souvent lorsqu'on parle de Benasser qui fait un bon match. Kessie fait forcément un bon match à côté et il récupère un nombre incalculable de ballons. Il est à la base à la construction de toutes nos actions derrière. Il récupère beaucoup de ballons euh, dans le jeu à l'épaule. Donc pour moi, Kessie a clairement sa place dans ce top. Et pour moi, je le mets même en top 1. Très bien. Et Adri? J'ai mis Benasser en top 1. Beaucoup de récupération de ballon, beaucoup d'interceptions. Euh, un jeu de balle long, si je puis dire. Vraiment, il fait vraiment des passes, de très bonnes passes dans le jeu long. Je trouve très intéressant là-dessus. Vraiment une phase de relance qui est très bonne. Je l'ai trouvé très remont, moi, au milieu. Après, c'est vrai que plusieurs fois, on l'a senti assez nerveux. C'est vrai qu'il fait toujours des petites fautes bêtes, ce qui lui amène toujours des petits cartons jaunes. C'est ce qu'il avait dit en début de saison, qu'il fallait qu'il se, entre guillemets, calme là-dessus. C'est vrai qu'il prenait beaucoup de cartons jaunes bêtement. C'est vrai que plusieurs fois, il était vraiment auprès de l'arbitre sur des fautes, à mon sens, qui étaient parfois peut-être un petit peu sévères. Mais voilà, au-delà de ça, il a fait vraiment un gros match et au milieu de terrain. Comme tu l'as dit, Yann, toi, généralement, de toute façon, et quand Kessie ou Benasser fait un bon match, l'autre à côté fait aussi un bon match. Donc voilà, Benasser pour moi en top 1. Ce qui nous fait à la majorité un Théo, Léao, Benasser. Mais est-ce qu'on peut sortir Kessié du top 3? Moi, je ne l'ai pas mis. Guillaume et Adri l'ont pas mis non plus. Toi, tu l'as mis en top 1, Yann. Donc, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, comme on le dit, ouais, comme on le dit toujours On perd. dans notre effectif ces temps, si Benasser fait partie du top, Kessie qui est à côté va forcément en faire partie. Disons qu'on ces joueurs, on le dit depuis le début de la saison, on peut presque toujours en parler en duo parce que l'un sans l'autre, on l'a vu jeudi lors du match d'Europa League. On voit tout de suite que lorsque l'un n'est pas sans l'autre, ça a des répercussions sur notre milieu de terrain premièrement et sur toute notre équipe même deuxièmement. Bah, ils sont très complémentaires, quoi, de toute façon. Ouais. Très bien. Donc, pour nos tops, donc en troisième position, je répète, Théo, Léao en deuxième et Benasser, MVP du match. On va passer au flop, les gars. En troisième position, Adri? Ah ben, alors, je vois, j'avais que un top 2, moi, j'avais pas de top 3. J'ai également que 2 flops, moi. Ouais, moi aussi. Donc, Guillaume, t'en as 3 ou pas? Moi, j'en ai 3, ouais. Eh bah, alors, on va te laisser la parole pour le 3. Ok. Donc moi j'ai en flop 3 pardon, j'ai Alexis Salmakers. Désolé pour mon compatriote belge, mais voilà, début de match assez compliqué. Il rate 2-3 contrôles au début de match. En fait, c'est son entame de match qui m'a un peu dérangé. A été remplacé mais assez vite en deuxième mi-temps. Et pour moi, c'est vraiment une question qui va devoir se poser assez rapidement parce que Castillejo, c'est pas suffisant non plus. Et si Salmakers ne continue pas sa progression, je vais dire, à Milan, ben, il va falloir trouver quelqu'un d'autre pour remplacer nos deux ailiers droits. L'ami Rebic, peut-être, que tu as vu et qui a été très bon Ouais. lors du match. C'est intéressant à ce niveau-là. Très bien. Quelqu'un a mis Salmakers ou pas dans ses flops? Non, du tout. Personne d'autre? Moi, J'aurais pu le mettre, mais non, je l'ai pas Un trou- petit moi, je l'ai mot pas sur trouvé, Salmakers.
Ouais. Je l'ai pas trouvé. Je te trouve dur avec ton compatriote. Je le trouve à l'origine. Il est à l'origine sur le centre de l'égalisation de Kessie. Et Ouais. pour moi, c'est pas le plus. Ouais, mais il C'est fait pas le beaucoup plus. d'imprécisions dans la surface, hein. Il y a beaucoup d'imprécisions, mais je le trouve vraiment présent, vraiment partout sur ce côté droit. Et moi, j'apprécie pas mal le côté offensif de Calabria avec Salamanca sur ce côté sur ce côté droit. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mes tops, mais je peux comprendre que sur certaines de ses imprécisions et parfois il paraît un peu pressé, un peu stressé sur son côté droit. Il a un peu de la peine à prendre le temps de faire un choix posé sur son côté droit et je peux comprendre qu'on le mette dans les flops. Très bien. Vas-y, continue, Guillaume, avec ton deuxième flop. Alors en flop 2, j'ai Zlatan, même si voilà, il nous marque le but qui nous arrache le point ce soir. Je l'ai trouvé, voilà, il marche beaucoup, mais ça on le connaît. Il crie beaucoup sur ses coéquipiers. J'ai même entendu à un moment du match, je sais plus quel coéquipier c'était, Zlatan calm down, c'est Hmm. rien. Ouais, ouais. Et donc moi je trouvais, voilà, il s'est rendu compte en fin de match que les pénaltys c'était plus pour lui, mais il a failli nous coûter très cher. Et pour moi, si Zlatan n'avait pas raté son pénalty, on avait les 3 points, on n'en parlait plus. Donc il a une certaine responsabilité, mais bon voilà, il nous met quand même le but à la 93e, donc il nous arrache le point. C'est pour ça que pour moi il n'est pas flop 1, parce que sinon il aurait été flop 1. Très bien. Adri? Comme Guillaume, hein, je l'aurais mis aussi en top 1, mais avec son but qui nous sauve, je l'ai mis en top 2. Après, c'est vrai pour moi, il nous a tué le match quand même parce que il met le penalty, c'est plus du tout le même match. Il reste beaucoup plus de temps derrière. Les Las Véron, ils auraient eu un coup derrière la tête. On aurait eu la place après de remettre un troisième but, j'en suis persuadé. Euh, Plusieurs fois, il a gueulé. Après, voilà, on connaît Zlatan, il a gueulé sur les coéquipiers, etc., etc. Mais lui, à côté de ça, il a pas réussi grand-chose. À l'image du coup franc, là, à 30 mètres, qui va complètement au-dessus. Enfin, voilà, quand il nous sauve, quand il fait des bons matchs, faut le dire. Là, il nous a fait un match, faut le dire, qui est pas bon du tout. À l'image, voilà, du coup franc raté, complètement raté, du penalty qui est aussi largement au-dessus. Heureusement qu'il y a ce but en fin de match qui vient nous sauver et le sauver aussi, parce qu'il était passé complètement à côté de son match pour moi. Yann? Alors moi je le mets pas dans mes flops. Je suis de nouveau en désaccord avec vous. Désolé, chers messieurs, Vas-y, ce vas-y, matin. vas-y. Donc pour moi, oui. Alors Zlatan passe à côté de son match à cause de différentes petites actions, comme tu l'as dit, le coup franc, à cause du penalty raté également. Ça faisait quelques temps que qu'on lui mettait un petit peu la pression à Zlatan en disant mais est-ce que ce serait pas mieux de laisser tirer la caisser ces penalties? Oui, je suis d'accord. Mais après dans le jeu, dans nos occasions offensives. J'ai noté quand même plusieurs occasions. C'est lui qui est à l'origine. Déjà en première période où il joue quand même ce rôle de pivot, je trouve il y a pas mal d'importance. Ensuite, il y a quand même une transversale sur un corner où derrière on marque presque. Ensuite, le gardien Silvestri qui sauve également sur une tête de Zlatan. Je crois que c'est un centre de Rebic Hmm. où il est de nouveau, c'est de nouveau lui qui nous permet d'être dangereux devant. Sur le but de Calabria annulé pour une main, oui, qui est légitime pour moi, mais qui se joue quand même à pas grand-chose. Si tout à coup Zlatan arrive à sauter un peu autrement, c'est de nouveau lui qui est là devant présent et qui porte vraiment du poids et le danger sur la surface adverse. Et sur son égalisation, c'est lui au départ qui fait une incroyable reprise de volée où il est dos au but et tout à coup il se retourne où Silvestri la sort et juste derrière c'est Brahim Diaz qui va récupérer le ballon juste avant qu'il sorte en corner et Brahim Diaz va adresser un super centre où Zlatan va la mettre de la tête. Donc pour moi, quand on a du poids sur comme ça plusieurs occasions où c'est la gardien adverse qui arrive à sortir des arrêts miraculeux pour pas qu'il y ait but, à l'origine d'un but annulé pour Calabria qui se joue vraiment, on va pas se mentir, à très peu de choses pour qu'il soit annulé. Je trouve que c'est dur de mettre un joueur comme ça dans les flops quand il fait une prestation pareille. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'étais parti pour le mettre dans les flops aussi, en deuxième position, mais tu viens de me retourner le cerveau, l'ami Yann. Non, mais c'est vrai, quand il pense, en fait, il a tellement d'impact. Il a tellement d'impact sur le jeu, enfin voilà, il t'impacte une rencontre. Il a marqué la 93e, il te sauve la série de 18 matchs sans défaite en Serie A.
il bat le record de marquer dans 7 matchs consécutifs de Serie A, record qui était détenu par lui-même et Shevchenko à égalité, avec 6 matchs d'affilée. Là, il bat ce record-là à 93e minute. Et voilà, et même s'il te loupe, entre guillemets, ce penalty, il est quand même, il peut t'offrir un deuxième but, mais bon, il fait main. Mais tu vois, genre, il a vraiment cet impact sur le match et jusqu'à la 93e minute. Et quand à cet âge-là, à 39 ans, tu arrives encore à marquer la 93e minute sur une détente magnifique. On parle toujours aussi de ces nombreux duels gagnés de la tête. Voilà, toutes les touches. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les touches, c'est que des ballons longs pour chercher la tête de Zlatan qui dévie et qui va mettre la pression dans la surface adverse. Parce que voilà, maintenant, chaque touche, c'est un corner quasiment avec Zlatan. Donc ouais, je sais pas quoi faire en fait, je sais pas quoi le mettre. Je serais d'avis de pas le mettre dans mes flops pour faire comme Yann. Et Yann, du coup, t'as mis qui en flop 2? J'ai mis Akan pour moi en flop 2. Putain, t'as mis qui en flop 1 toi alors? El Maestro. J'ai mis Calabria en flop 2 pour des raisons que je vous expliquerai tout à l'heure. Ouais. Donc alors du coup, Akan en flop. Pour moi, Akan en flop 2, c'est une des plaques tournantes de notre équipe au milieu du terrain en numéro 10. Et hier, pour moi, il passe à côté de sa partie, à l'image de je ne sais combien de corners tirés au premier poteau totalement ratés, des choix qui sont pour moi mauvais. Et du coup, Akan, pour moi, il est pas à la hauteur du Akan qu'on a vu lors des matchs en début de saison où il faisait vraiment la différence. Et du coup, pour moi, il fait partie des flops aujourd'hui dans ses prises de décision, dans sa précision dans les passes. Je l'ai pas trouvé exceptionnel Akan hier soir en numéro 10. Bah moi, il est flop 1. Ouais, pareil. Et pareil. Moi aussi. Pareil, j'ai mis Akan en top 1. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup trop d'imprécisions, trop d'erreurs, des corners gâchés. C'est vrai que ça parle ensemble d'une prolongation. Pour lui, on parle d'une grosse somme quand même, 5 voire 6 millions. Voilà, si vraiment il les veut, voilà, il va falloir qu'il se bouge un peu, parce que c'est vrai que ça fait 3-4 matchs qu'il est vraiment en dessous des autres, je trouve. Donc ouais, c'est un match encore un peu compliqué pour le Turc. Et Guillaume? Ouais, non, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit sur Akan. Je rajouterais peut-être juste que moi, ce qui m'a choqué un peu ce soir, c'est à l'image de ses performances qui sont en baisse, c'est sa connexion avec Zlatan, en fait, qui va plus comme avant. Avant, on les voyait toujours bien se trouver, ils étaient très complices sur le terrain. Aujourd'hui, à deux, trois reprises, on a vu qu'ils s'entendaient pas, il y avait une mésentente entre eux deux. Et ça donne des actions gâchées, des ballons perdus, etc. Donc moi, c'est pour ça qu'il se retrouve en flop 1 chez moi. Il y a peut-être un malaise à Cannes autour de la prolongation, tu l'as dit très justement Adri, parce que c'est à peu près depuis ces rumeurs que voilà qu'il y a un coup de moins bien. Peut-être que ça se rend, on n'est pas là à l'entraînement pour voir tous les jours comment se passe, mais peut-être que ça énerve certaines personnes et que du coup voilà ils trouvent moins Zlatan, j'en sais rien. C'est peut-être ça aussi, non? Non, je pense pas. Après, je pense vraiment que c'est du hasard, que ça méforme, mais vient pile au moment où on parle de sa prolongation. Je pense que c'est juste voilà du hasard, si je puis dire ça comme ça. Après, bon, ça, ce sera un autre débat, mais enfin, mettre 5-6 millions sur la Cannes, c'est beaucoup trop, surtout quand voilà, c'est vrai qu'il a fait après le restart, voilà, on a vu un bon Hakan. Là, voilà, depuis 3-4 matchs, on a un peu le Hakan des mauvais jours qu'on a eu pendant pas mal de temps. Donc voilà, là déjà, s'il retrouve ou s'il nous fait des matchs comme il a fait il y a l'année dernière, en début d'année dernière, ou il y a 2 ans, voilà, moi c'est non merci. Très bien. Yann, dis-nous pourquoi tu as mis Calabria en 1. Donc pour moi, je mettais pas Zlatan en flop parce que pour moi, un attaquant, son travail c'est d'être percutant, d'être présent dans la surface adverse et de nous apporter des occasions. Et dans le cas ici de Calabria, je le mets en flop parce que pour moi, un défenseur, ça doit premièrement faire son travail défensif. Et pour moi, alors oui, je suis le premier à défendre Calabria sur ce début de saison parce que je sais que c'est un sujet qui divise beaucoup sur les réseaux sociaux dans la communauté milanaise. C'est un joueur qui fait pour moi un excellent début de saison. Il fait, depuis qu'il est à Milan, le meilleur début de saison qu'il a jamais fait. Il est assez présent offensivement, je trouve. Je trouve que défensivement, il tient aussi bien la route par rapport à ce qu'on avait vu les saisons précédentes.
Sur le match d'aujourd'hui, son match n'est absolument pas mauvais. Je le trouve même sur certaines occasions offensives plutôt bon, mais défensivement, se faire prendre comme s'est fait prendre lors des 20 premières minutes face à Zaccagni, pour moi, on peut pas dire que ce joueur fait un match réussi. Et pour moi, il fait même un match qui est pas bon. Je parle tout d'abord de la première occasion. Je crois que ça doit être le but de l'Hellas survient, c'est à la 4e minute où Zaccagni part sur son côté gauche comme une fusée et adresse un super centre rater à Kalinic. Et là, c'est déjà Donnarumma qui doit nous sauver avec un arrêt réflexe du pied pour pas subir le 1-0 et qui met le ballon en corner. Et c'est sur ce même corner à la suite de cette action de Zaccagni sur le côté gauche qui passe même un petit pont, je crois, à Calabria, qu'on va se prendre le premier but sur corner, après la latte, après Donnarumma qui tombe sur le ballon, certes, mais de base, le trou de notre défense vient du côté droit de Calabria pour moi. Et 15 minutes après, lors du but de l'Hellas à la 19e minute, c'est également lui qui est à l'origine de la déviation qui trompe totalement. Alors oui, c'est une immense malchance parce que la balle lui retombe dessus. C'est clairement pas voulu, on le comprend bien, mais c'est quand même lui qui fait la déviation qui permet à Donnarumma de pas rattraper ce ballon. Donc pour moi, après cela, on peut pas parler d'un bon match de Calabria, même si derrière, offensivement, il n'est pas mauvais. Plusieurs fois en deuxième période, il se fait à nouveau passer par, euh, par Zaccagni sur son côté gauche. Zaccagni, je l'ai dit, hein, il était dans une forme étincelante hier soir. J'ai pas reconnu le joueur, je ne savais pas qui il était. Hier soir, il s'est transformé en Sadio Mané ou en je ne sais quelle star qui peut jouer sur le côté gauche d'une attaque. Mais pour moi, Calabria, pour moi, fait un match pas bon hier soir, déjà dû à ses 2 premières erreurs en début de match et sur la suite où, pour moi, il ne transcende pas forcément l'équipe sur son côté droit. Putain, moi, alors, pour la suite, moi je trouve qu'il a transcendé l'équipe justement Ouais, sur je ce trouve côté aussi. droit. Putain, pour le coup, autant défensivement en première période, je suis d'accord avec toi. Il y a des laissés-passer, etc. Peut-être que voilà aussi, Selmaker, je l'ai moins trouvé présent sur le repli défensif. Donc, ce qui fait que Calabria s'est retrouvé beaucoup plus souvent qu'habituellement tout seul. Mais pour le coup, sur les, je sais pas, les 30 dernières minutes, ça déboulait vachement côté droit. Calabria était très présent, faisait les bons appels dans le dos pour dédoubler, etc., trouver les centres. Après, ils sentent beaucoup. C'est pas un énorme centreur. Peut-être il est même moins bon que Dalot sur les centres. Mais pour le coup, il a vraiment apporté du danger. Il l'a permis, en fait. Et aussi, je fais le parallèle avec Théo, mais ces deux latéraux ont vraiment permis au Milan d'aller arracher ce nul parce qu'ils ont vraiment mis, voilà, on était 2 de plus dans la surface. On chopait les ballons de très loin pour les amener jusqu'à la surface parce que Calabria et Théo, ils ont fait un nombre important de tout droit jusqu'au poteau de corner pour centrer. Donc, je te trouve un peu dur sur Calabria, sur son apport offensif en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on met Akan en 1, on met Zlatan en 2 malgré tout quand même, parce qu'il y a une majorité qui le met en 2. Et, Ouais, moi, je mettrais Akan en 1, Zlatan en 2, ouais. et Salmakers et Calabria en 3, on met. Je mettrais plutôt Je vais mettre la Sunmaker sur la paire. choisir. Ouais. Désolé Yann. J'en ai pas mis un dedans aujourd'hui. Tout à côté. Voilà, donc Salmakers en M'en fous, 3. les auditeurs me comprendront. Vous me Voilà, mais direz dans les dites-nous. commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Exactement. Donc Salmakers en 3, Zlatan en 2 et Yakan en 1. On va refermer ce passage sur les tops et flops pour nous concentrer du coup sur la Ligue Europa. Il y a eu la première défaite de l'AC Milan, Lille qui a effacé la série de l'AC Milan de 24 matchs sans défaite. Adri, tu vas nous en parler un peu. Comment ça s'est passé cette rencontre? Bah, là, c'était l'affiche du groupe H entre Milan et Lille. On avait deux équipes en forme dans leurs championnats respectifs. D'un côté, Milan qui était invaincu depuis quoi, 23 matchs, il me semble, si je dis pas de bêtises, 23 ou 24. Ouais. Puis bah, le LOSC qui était invaincu pour le coup dans leur championnat. On savait que ça allait être un match compliqué, mais on pouvait quand même prétendre à une victoire puisqu'on était vraiment dans une bonne dynamique. On était en plus de ça à la maison. Et pourtant, malgré 20 bonnes premières minutes, Romagnoli, comme face à l'Udinese, qui vient faire une faute bête, une faute enfantine, comme on avait dit dans le dernier podcast, qui vient nous mettre en grande difficulté pour la suite. Ça a été concrétisé par Yaziski, si je dis pas de bêtises. Oui, parce qu'il nous met un triplé, donc oui, c'est lui. Par la suite, on a eu beaucoup d'erreurs qui s'enchaînaient, beaucoup trop d'espace.
nos piliers, si je puis dire ça comme ça, sont passés un peu à côté de leur match, comme Kessié qui a eu beaucoup d'imprécisions, comme Théo qui a dû oublier le mot repli défensif pendant le match. Pour moi, on a eu un mauvais Milan, on a eu un très bon Lille qui mérite amplement sa victoire. On n'a pas été inexistant non plus, voilà, on a eu des occasions, mais voilà, on n'a jamais réussi à revenir malgré plusieurs actions chaudes. Il y a eu un gros mignon aussi, un bon mignon, pardon, sur le match qui a fait plusieurs parades quand même assez décisives, mais voilà, dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'on n'a pas été si bon que ça. Tout le contraire de Lille qui ont vraiment été bons et qui nous prennent du coup la première place dans ce groupe H. Peut-être juste pour revenir sur ce match, je pense que c'est un des premiers matchs depuis très très longtemps où pour moi on a perdu la bataille du milieu du terrain. J'en parle souvent. Pour moi, les matchs se gagnent au milieu du terrain. Pour moi, les matchs se gagnent avec les joueurs qui jouent au poste de numéro 6. Et hier, lors du match face à Lille, on a pour la première fois été en dessous face au milieu de terrain adverse. Kessie et Tonali, qui étaient alignés ce soir-là par Pioli, ont pour moi été totalement mangés par Renato Sanchez, qui était absolument partout. Et ça nous montre deux choses. Je pense déjà, pour moi, le fait, la Benacer-dépendance, que Benacer, on en est totalement dépendant pour moi au milieu de terrain. On l'a vu lors de son entrée face à Lille, ça a totalement changé le visage de l'équipe. Et le fait que l'importance des matchs joués au milieu du terrain, donc Kessie qui était pour moi pas dans un grand soir, qui a raté pour la première fois depuis longtemps beaucoup de passes, j'ai trouvé, qui était au duel très très mis à mal par la puissance physique de Renato Sanchez. Et pour moi ça soulève surtout cette Benacer dépendance, ce match face à Lille. On vous a posé une question cette semaine sur les réseaux sociaux. Si le Milan doit-il privilégier le championnat au détriment de l'Europa League? Voilà. Ça peut aussi faire suite, cette question fait suite au mauvais résultat face à Lille. Qu'en pensez-vous, les gars? Je vais te donner la parole, Guillaume. Donc moi, je pense que ma réponse, elle va être très simple, très rapide. C'est bien sûr on doit jouer l'Europa League. Pour moi, il n'y a pas à se poser de questions là-dessus. L'Europa League, déjà, quand on a un club comme le Milan, on est habitué à des sacres en Ligue des Champions, mais on ne peut pas se permettre de commencer à négliger l'Europa League alors que c'est une compétition qu'on a eu du mal à regagner pendant de nombreuses années. Il suffit de regarder les éditions précédentes. Bon, l'année dernière, pardon, on la joue pas parce qu'on est exclu pour le fair play financier à l'issue de la saison avec Gattuso. La saison d'avant, on sort en quart, il me semble, contre Arsenal. Donc, pour moi, on a vraiment, d'autant plus cette année, on a un rôle à jouer dans cette compétition. Et bien sûr, pour moi, c'est tout à fait compatible de par la profondeur de l'effectif qu'on commence à avoir, même si à certains postes, il y a encore un peu de travail. C'est tout à fait compatible de faire et le top 4, de viser le top 4 et de viser quelque chose en C3 pour moi. Très bien. J'ai un avis pour contrer ton argument de Toto Milano, Tony69. Oui, le Milan doit donner sa priorité à qualif de Ligue des Champions. La réalité, pas un club en Europe n'est prêt physiquement à jouer tous les 3 jours. Plus un club en Europe n'a l'effectif pour être performant tous les 3 jours, sauf peut-être le Bayern. Donc priorité à la qualif en Ligue des Champions, ce qui lui veut dire voilà la priorité au championnat. C'est vrai que en fait cette Ligue Europa, pour un peu approfondir ce que vient de dire Toto, c'est cette Ligue Europa, elle est différente des saisons précédentes. On sait déjà de base que c'est une compétition très longue avec les 3e de Ligue des Champions qui sont reversés, donc en 16e de finale. Et ensuite, il y a les 8e, etc. Mais avec ce format de matchs tous les 3 jours pour rattraper la saison dernière, c'est une compétition où vraiment, on l'a vu, moi j'ai regardé la Première Ligue ce week-end, c'est plus 40% de blessures par rapport à l'année dernière, parce que voilà, les joueurs se pètent, parce que ce sont plus des machines, et jouer un match tous les 3 jours, mais 3 semaines d'affilée, ça te fait 6 à 8 matchs dans le mois, donc ça c'est beaucoup. Et est-ce que Milan a cet effectif-là pour jouer vraiment sérieusement cette Ligue Europa, Adri? Ouais, bah déjà, juste pour rebondir rapidement sur ce que disait Guillaume, moi je suis complètement d'accord avec lui. Déjà, quand tu t'appelles Milan et que tu es dans une compétition européenne, tu te dois de la jouer. Déjà. Alors après, pour moi, on a la qualité, on a la quantité du moins pour vraiment faire tourner, proposer autre chose. Et on l'a bien vu, Pioli a vraiment son équipe,
Serie A et son équipe Europa League. Après, faut pas oublier que voilà, ça reste quand même une compétition majeure. C'est quand tu arrives, on va dire, 2 tours après les phases de poule, tu as des affiches de Ligue des Champions. Quand on avait vu Arsenal-Milan, c'était une affiche de Ligue des Champions. On arrive vite après dans des matchs, typiquement Ligue des Champions. Alors après, comme je disais, on a vraiment la quantité, on a la profondeur de banc, vraiment, moi je trouve, pour essayer de faire quelque chose. Après, la qualité, ça c'est encore autre chose. Mais on peut très bien, voilà, sur des matchs, on va dire, j'ai n'importe quoi, face au Genoa par exemple, mais voilà, c'est un exemple. On peut très bien faire tourner peut-être un peu plus sur ces matchs-là par rapport à, si on prend le 11 de la Serie A qu'on a actuellement, on peut juste peut-être faire 2, 3 changements. J'ai n'importe quoi, tu mets par exemple un Diaz ou un Tonali ou chose comme ça, et peut-être moins faire tourner après par la suite en Europa League parce que tu vas arriver contre peut-être des grosses équipes comme Arsenal, comme je disais tout à l'heure. Donc non, pour moi, Milan doit la jouer. Pour moi, on peut faire les deux. On peut très bien essayer de viser la qualification en Ligue des Champions et essayer de faire quelque chose en Europa League. Pour moi, c'est pas incompatible. J'ai Flavio Satalino qui rejoint ce que tu dis, Adri, qui dit privilégier le championnat, c'est bien, mais l'objectif est d'être en Ligue des Champions. Le problème, c'est que aller en Ligue des Champions sans avoir joué l'Europa League, c'est dangereux et c'est risqué de faire un parcours comme Marseille. Et c'est vrai que finalement, l'Europa League, ça peut nous donner un peu un avant-goût de si on retourne en Ligue des Champions en jouant des Tottenham, en jouant des équipes de Ligue A, BBVA, et arriver en se disant voilà, c'est aussi un choix, mais avec ce côté nonchalant de dire on la joue pas cette petite compétition parce que c'est trop compliqué et on la gagnera jamais. Bah ça peut, voilà, finalement on va jouer, ouais, on va gagner nos points face à la Spezia, face au Genoa aussi, et on va retrouver la Ligue des Champions. Mais derrière, quand on va nous imposer un standing de Ligue des Champions, j'ai pas envie qu'on soit ridicule comme certains clubs le sont cette année parce que ils boycottent la Ligue Europa. Ça peut être un bon test et c'est pour ça que je rejoins ce que dit Flavio Satalino. Ça peut être un bon test cette Ligue Europa pour un peu nous faire nous entraîner pour jouer et être au niveau de la Ligue des Champions du mieux qu'on peut. Yann, ton avis toi sur la question? Alors moi, je rejoins mes deux camarades qui nous parlent de la profondeur de notre équipe. Pour moi, depuis beaucoup d'années là, on a beaucoup de postes où on a des doublures, où on a des joueurs qui peuvent assumer les postes des titulaires lors de la Ligue Europa. Après, j'ai toujours été très sceptique face à la Ligue Europa. C'est une compétition qui demande quand même beaucoup, qui a beaucoup de matchs, qui se joue pratiquement toutes les semaines lors des compétitions des clubs, et ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Petit exemple pour ça, il faut retourner en 2000, lors de la saison 2011-2012, où je vais prendre l'exemple d'un club italien qui a su se reconstruire tout de même en revenant de la Série B en très peu de temps. Je parle de la Juventus. La Juventus, lors de la saison 2011-2012, où ils deviennent champions après notre titre en 2010-2011, devient champion d'Italie en jouant absolument aucune compétition européenne. Alors oui, peut-être ils ont eu un peu de peine après lors des premiers matchs en Champions League où ils avaient peut-être plus l'habitude de jouer de telles grosses affiches. Mais la Juventus qui part de ce titre de champion 2011-2012 s'est construit et est devenue la Juventus qu'on connaît aujourd'hui, qui est quand même un certain standing en Europe, en Champions League, qui a eu l'occasion d'arriver plusieurs fois en finale de Champions League. Donc, pour moi, c'est à réfléchir. Oui, c'est clair qu'il faut la jouer. Oui, c'est clair qu'il faut pas mettre de côté une compétition comme l'Europa League. Mais après, j'ai toujours été très sceptique de cette compétition qui prend quand même beaucoup d'énergie. Et là, notamment lors de la saison 2011-2012, où on fait certains faux pas face à Catane, notamment, je me souviens d'un Robinho qui loupe un but face à Catane où on prend un match nul. C'était un match qui était entre nos deux confrontations de quart de finale face au Barça en Champions League, et là où la Juve n'avait rien à jouer en semaine et pouvait se concentrer uniquement sur le championnat, qui finit championne d'Italie et qui après va se reconstruire avec les joueurs que l'on connaît, des Cristiano Ronaldo, des Dybala. Donc c'est à réfléchir, même si je pense que cette saison on doit quand même essayer de jouer cette Europa League, mais je pense qu'on va quand même laisser de l'énergie lors de cette compétition. C'est que finalement, il y a Ouais. aussi un mercato hivernal qui peut nous permettre de renforcer le Milan pour jouer cette Ligue Europa. On est le Milan, on a l'ADN Coupe d'Europe, et je pense que voilà, quand on revient
ça fait longtemps qu'on joue plus ces compétitions-là. Ça fait longtemps qu'on les regarde à la télé. On a la chance d'y être cette année grâce au bon travail qu'a fait Pioli, notamment en fin de saison dernière. Pourquoi banaliser ça et dire bon bah allez on va mettre l'équipe B face à Lille, on va mettre l'équipe C face au Sparta Prague et puis allez on va voir le tirage et si jamais on tire un trop gros et bah tant pis quoi. Moi je pense vraiment qu'il faut la jouer. On renforcera de toute façon quoi qu'il arrive cet effectif au mois d'hiver, enfin au mois de janvier et puis voilà et puis allons plus loin au moins pour notre honneur. Pour notre honneur, parce que se faire sortir face à l'Olympiakos dans une poule avec Dudelange comme il y a 2 ans, c'est moche quoi. On a beau se dire c'est pas important la Ligue Europa, c'est moche et c'est pas l'ADN du Milan. Donc si bien sûr que on la gagnera sûrement pas, il y aura des gros prétendants qui vont venir de la Ligue des Champions, mais faisons bonne figure, jouons les matchs à fond parce que ça nous servira toujours et sera toujours de l'expérience pour nos jeunes joueurs quand même qui vont se retrouver dans le grand bain en Ligue des Champions de l'année prochaine si jamais on retrouve la Ligue des Champions. Voilà messieurs, peut-être une dernière chose à ajouter ou on peut conclure là-dessus? Non, si, juste rapidement pour rebondir, c'est vrai que quand on t'en parlait tout à l'heure, Guillaume, quand on s'est fait sortir par l'Olympiakos, c'est vrai que même à cette époque-là, on disait, vas-y, c'est bon, on se concentre sur le championnat, l'Europa League, on s'en fiche un peu. Et c'est vrai que quand on s'est fait sortir directement par l'Olympiakos, on avait quand même, on était quand même dégoûté, quoi, parce qu'on voulait quand même aller voir le Milan le plus loin possible. Et même en tant que supporter, on a envie de les voir le plus loin possible. Et si, admettons, ce que j'espère, mais ça on verra bien, si jamais on arrive à la gagner, enfin voilà, ce serait beau après toutes ces années de souffrance, j'ai envie de dire, si on arrive à faire un bon résultat en Europa League, en plus de ça se qualifier en Ligue des Champions, voilà, ce serait beau quoi. Tout à fait. Dites-nous voilà ce que vous avez pensé de ce nouveau format pour les tops et les flops, si vous voulez qu'on continue là-dessus ou qu'on retourne à la formule précédente. On vous souhaite une bonne semaine, pas de Milan la semaine prochaine vu que nos joueurs sont en sélection internationale et on se retrouve très vite pour le choc face à Naples. Bonne semaine et Forza Milan, ciao. Salut les gars. Ciao tout le monde.